avec Navier-Stokes, ça progresse ils ont énormément progressé ces dernières années. Il y a plein de choses qui sont complètement standards et qui donnent de très bons résultats. Néanmoins, il reste des sujets qui sont compliqués dès qu'on est en diphasique, instationnaire. Et il y en a un qui est particulièrement compliqué, c'est la cavitation. Benoît Coin va vous présenter le développement d'un outil CFD pour l'évaluation du thrust breakdown, donc lié à la cavitation. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Donc oui, la deuxième présentation sera portée du coup sur les calculs des GRTH et qui concernait donc l'évaluation numérique du thrust breakdown, c'est-à-dire la perte de poussée sur les propulseurs relatifs en fait à l'apparition de cavitation sur la surface des pales. Donc c'est quelque chose l'objectif de l'étude d'abord, c'était principalement, j'espère que vous voyez, de disposer en fait d'un outil numérique très tôt dans la chaîne de conception des propulseurs pour avoir une idée de la perte de poussée suite à l'apparition de cavitation sur les propulseurs. C'est quelque chose en fait pour l'instant qu'on fait assez tard dans la chaîne, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a conçu le propulseur, on le fabrique et ensuite on teste le continuel hydrodynamique pour voir la perte de poussée. Et nous, on veut bénéficier de cette connaissance de la perte de poussée dès le départ avec la chaîne de conception. Donc, ce sera un peu le sommaire de la présentation. Pour la mise en place de l'étude, d'abord, on a commencé par un état de l'art récapitulatif des recherches qui ont été menées dans d'autres, que ce soit dans d'autres instituts ou universités sur la perte de poussée. On s'est aperçu qu'il n'y en avait pas beaucoup en fait. Il y a beaucoup d'études de la cavitation sur le comportement oscillatoire des poches par exemple, ou alors sur l'érosion due à la cavitation, mais pas grand-chose sur le thrust breakdown. Ensuite, en fait, on s'est occupé du développement de l'approche numérique. Donc, je vous présenterai ça. Et ensuite, comme on a accès au continuel hydrodynamique en tant que DGATH, j'ai validé le calcul numérique avec plusieurs essais qui ont eu lieu du coup dans la petite veine et la grande veine du continuel hydrodynamique. Je pense que ce n'était pas nécessaire, mais je voulais lui faire un bref récapitulatif d'abord de la présentation de la cavitation. Donc, vous savez, généralement, l'eau se présente sous forme solide, liquide, vapeur. Je passe la partie solide. Je m'intéresse surtout en fait au passage de l'état liquide à l'état vapeur de l'eau. Donc la première chose à laquelle on peut penser, c'est la pression constante d'augmenter la température. Là, l'eau se transforme en vapeur, c'est ce que vous avez dans votre boudoir quand on fait chauffer vos pâtes. Mais en hydrodynamique, ce qui nous intéresse, c'est la modification des écoulements, la modification des champs de vitesse et des champs de pression, par exemple proche des appendices ou des pales. Et on reste à température constante, mais on diminue la pression. C'est ce qui se passe au niveau des pales ou au niveau des appendices. Donc ça, on atteint un point qui s'appelle la pression de vapeur saturante. Si on passe en dessous de cette pression de vapeur saturante, on cavite, c'est-à-dire que l'eau se transforme en vapeur d'eau et on voit apparaître le phénomène de cavitation. Quelques types de cavitation qu'on rencontre, je verrai sur lesquels je m'intéresse. Tout d'abord, le tourbillon de cavitation, qui va apparaître surtout au niveau des bords de fuite des appendices ou alors en tête de pale. Donc en fait, les tourbillons existent naturellement, vous voyez ça dans les ailes d'avion. Il y a des tourbillons qui sont créés quand l'intrados et l'extrados de la pale se rejoignent. Et à l'intérieur de ces tourbillons, la pression est de nature très très faible. Et elle peut être assez faible de temps à autre pour vaporiser l'eau et faire apparaître des tourbillons de cavitation. Et moi en fait, je vais m'intéresser surtout à la cavitation de surface. Donc vous avez différents types de cavitation pour ça. La cavitation par bulle. Donc là, quelques exemples sur appendice et sur hélice. Donc en fait, la cavitation par bulle, vous avez la présence de germes naturels, alors soit naturellement dans l'eau de mer, ou alors au grand tunnel hydrodynamique qui sont convectés par des germes. Ces germes, quand ils vont arriver dans des zones de basse pression, ils vont se mettre à exploser, et il va y avoir vaporisation de l'eau, et vous allez voir apparaître des bulles de cavitation qui sont convectées naturellement par l'écoulement. Ça, c'est le premier type de cavitation de surface. Le deuxième sera la cavitation de poche. Là, je vous ai donné un exemple sur un profil portant. Donc ça, c'est différent de la cavitation par bulle, parce que vous n'avez pas c'est pas vraiment les germes qui sont à l'origine de cette cavitation, mais en fait, quand vous avez des petites zones de décollement ou des zones d'eau morte, de recirculation de l'eau, et que la zone de pression est très très faible, là, vous pouvez avoir l'apparition d'une poche, c'est-à-dire de la cavitation qui recouvre la surface. Elle peut avoir un comportement indépendant, c'est-à-dire qu'elle peut osciller librement au fil du temps. Et du coup, ça me donne l'occasion d'introduire le troisième type de cavitation, c'est le nuage de cavitation. C'est un peu difficile à reconnaître sur la photo, c'est par rapport à la poche de cavitation, mais vous avez un aspect beaucoup plus cotonneux. Et ce nuage de cavitation, en fait, il apparaît parce que la poche de cavitation peut naturellement osciller, comme j'ai dit, peut se détacher de la surface et créer du coup un nuage de cavitation. Donc,
maintenant que j'ai décrit un peu la cavitation et les différents aspects, maintenant les effets indésirables liés à la cavitation. Donc le premier, pour les sous-marins, ça sera le bruit du coup, puisque les cavitations est un phénomène très énergétique. Les bulles, comme je dis, les germes de cavitation peuvent exploser pour créer des bulles de cavitation, mais elles peuvent imploser quand elles arrivent dans des zones de plus haute pression. Alors là, du coup, il y a un bruit de crépitement caractéristique et ça déménage. Et du coup, c'est quelque chose qu'on veut absolument éviter. Il y a l'érosion. Du coup, toujours avec les bulles de cavitation qui peuvent imploser, si c'est proche de la surface, ça peut piquer la surface des pales et ça peut l'endommager de manière conséquente. Mais moi, je m'intéresse surtout en fait au phénomène de thrust breakdown pour cette étude. En fait, le thrust breakdown, c'est si vous avez l'apparition de poches de cavitation, de bulles de cavitation de manière très importante sur vos pales ou sur vos appendices. Dans ce cas-là, en fait, votre hélice, par exemple, elle va pousser dans de la vapeur d'eau, elle ne va pas pousser dans du liquide. Et du coup, là, il va y avoir une perte de poussée très importante. C'est ce qu'on appelle le phénomène de thrust breakdown, qui peut représenter, par exemple, 20 à 30% de perte par rapport à ce qu'on peut attendre. Et ça, du coup, c'est ce qu'on souhaite modéliser. C'est ce qu'on souhaite modéliser. Donc, comme je l'ai dit, en fait, DGATH a sa chaîne de conception de propulseurs, où on conçoit nos propulseurs, on conçoit les propulseurs, la plupart de ceux de la Marine nationale. Mais la mesure de thrust breakdown, on l'a fait expérimentalement au GTH, donc au grand tunnel hydrodynamique. Donc là, quelques photos un peu vieillottes du grand tunnel hydrodynamique qui est un peu schématique du GTH. Donc vous avez plusieurs veines, une petite veine et une grande veine, où vous pouvez mettre des propulseurs soit en condition d'eau libre, donc avec aucun appendice derrière pour que le sillage soit nickel, ou alors vous pouvez mettre des propulseurs derrière maquettes, donc des maquettes de sous-marins ou des maquettes de bâtiments de surface. Et c'est avec ça, pour l'instant, qu'on étudie le thrust breakdown. Donc, un peu de terminologie avant de commencer la validation numérique. Donc, je vais pas mal me baser sur le nombre de Thomas, en fait, qui décrit l'écoulement et en fonction de l'intensité de la cavitation. C'est-à-dire, c'est la pression à un point de référence. Donc, généralement, on la prend au droit du propulseur ou au droit de l'appendice, moins la pression de vapeur saturante divisée par 1/2 de la vitesse de l'écoulement au carré fois la masse volumique. La vitesse qu'on prend aussi généralement au droit de l'écoulement. Pour les propulseurs, pour caractériser les performances du propulseur, je vais introduire le paramètre d'avance, donc la vitesse de l'écoulement divisée par le nombre de tours de l'hélice fois son diamètre, et les coefficients de performance standard, du coup, de couple, de poussée et de rendement. Pour la suite de l'étude, je m'intéresserai surtout au couple, en fait, parce que c'est plus rapide, et puis parce que c'est plus pratique. Donc maintenant que je vous ai présenté la cavitation, le phénomène de thrust breakdown, je fais un récapitulatif que j'espère bref. Maintenant, la mise en place du modèle numérique. Donc, généralement, à DGATH, on utilise un code CFD, tout ce qu'il y a de plus classique, donc, qui résout les équations de Navier-Stokes, conservation de la masse, conservation de la quantité de mouvement. Là, en fait, j'introduis ce que j'appelle une approche multiphasique ELR-ELR. Je vais considérer, en fait, que dans mon maillage, dans ma cellule, la vapeur et l'eau, ce sera un continuum. C'est-à-dire que la vitesse, la pression, ça sera la même dans mon champ de vapeur et dans mon liquide. Par contre, ce que j'introduis, c'est ce que j'appelle la densité de mélange. C'est-à-dire que ma masse volumique, ça sera la moyenne de la masse volumique de la vapeur d'eau et du liquide. Et du coup, j'introduis le terme alpha, qui est le taux de vapeur dans chacune de mes cellules. Donc, par exemple, si je prends une cellule de mon maillage, que je résous mes équations avec la validation numérique, j'obtiens dans ma cellule la densité de mélange, la vitesse et la pression. Et du coup, que ce soit pour la vapeur ou le liquide. Et ici, par exemple, j'ai pris un exemple où le taux de vapeur est 80%, donc qui va occuper 80% de ma cellule. Donc ça, c'est cette approche multiphasique, mais pour ça, j'ai besoin de boucler mes équations avec une équation supplémentaire. Et j'introduis l'équation de transfert de phase, en fait, donc pour modéliser, pour calculer ce taux de vapeur, alpha. Donc ça ressemble un peu à l'équation de conservation de la masse, c'est celle-ci. Et vous voyez apparaître des termes sources, en fait, qui sont M+, et M-. Et j'ai besoin maintenant de trouver une relation empirique pour trouver un peu ces termes, que ce soit empirique ou numérique, mais de trouver un terme en fait pour modéliser et pour calculer mon taux de vapeur. Donc il y a plusieurs modèles qui existent, il y en a même beaucoup, une dizaine, une vingtaine qui peuvent être aussi customisés à souhait. Et moi en fait je m'intéresse surtout, j'ai choisi le modèle de Schneer-Essoer, qui est assez classiquement utilisé un peu partout de base, mais celui-là m'intéresse particulièrement, je vous explique pourquoi. Donc en fait il se base sur l'équation de Rayleigh-Plesset. Je vous rappelle du coup que les bulles de cavitation GTH sont créées par des germes qui sont convectés par l'écoulement. En fait, là, c'est pas mal parce qu'on se base sur l'équation de Rayleigh-Plesset qui suit l'évolution d'une bulle. On la voit mal, mais on suit l'évolution d'une bulle en fait qui est convectée dans un champ de pression.
Du coup, la bulle va évoluer et va changer de diamètre. Et c'est sur ça qu'on base le modèle de Schneer-Sauer. Et en fait, il y a un paramètre d'entrée dans ce modèle qui est très intéressant, c'est le nombre de germes par unité de volume. En fait, on va considérer dans une cellule que j'ai un nombre de germes ou un nombre de bulles dans ma cellule par unité de volume. Et du coup, donc par exemple, dans la cellule de mon maillage, je considère un nombre NB de germes par unité de volume. Et ça, c'est plutôt intéressant. Donc, ça me donne une équation un peu escalée, quoi. Et c'est mon équation. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la population de germes, on la connaît, elle est contrôlée au GTH. Ça, c'est une caractéristique assez unique. Mais on peut contrôler la population, la densité, un peu, la taille un peu. Mais on peut contrôler surtout la densité de germes au GTH. Donc on va la connaître, et je vais pouvoir recalibrer mon modèle numérique par rapport aux essais du GTH. Donc c'est ça qui est plutôt utile dans ce modèle de Schneer-Sauer. Les autres n'ont pas cette capacité avec la population de germes. Donc je vous ai présenté le modèle numérique. Maintenant, je vais vous présenter de la validation expérimentale. Donc j'ai testé ça sur plusieurs cas pratiques. J'ai commencé d'abord par un profil portant. Donc en fait, j'ai mon modèle numérique et je l'ai automatisé. Donc il suffit juste d'appuyer sur un bouton et généralement ça me sort de la cavitation et de la perte de poussée. Mais pour faire un peu chauffer la machine, on va dire, j'ai pris le cas du profil portant parce que c'est un profil assez simple. C'est beaucoup plus facile qu'un propulseur. Et là, les poches de cavitation qui apparaissent au niveau des profils portants sont assez intéressantes à étudier au niveau du comportement oscillatoire des poches. Donc je ne m'intéresse pas au thrust breakdown ici, mais je m'intéresse surtout à valider déjà est-ce que mon modèle arrive à reproduire les types de cavitation avant de m'intéresser au phénomène de thrust breakdown. Donc quelques photos du maillage volumique. Donc, pour l'instant, j'ai commencé basiquement avec un maillage structuré, avec un Y plus inférieur à 30, un peu large, mais c'était pour un premier calcul avec 14 millions de cellules à peu près. Alors là, une chance sur deux que ça plante parce que les vidéos sont un peu grosses, mais je tente. Donc en essai, je vous demandais, au début là vous avez au bord d'attaque la poche de cavitation qui va se développer, et ici vous avez le nuage de cavitation qui est consécutif en fait au détachement de la précédente poche de cavitation. Vous avez le tourbillon de cavitation, et bon, on ne s'y intéresse pas parce que c'est pas ça qui crée la perte de poussée. Mais je vais vous demander de vous intéresser du coup au bord d'attaque là, avec le développement de la poche de cavitation. Donc, vous voyez que la poche se développe, et hop, elle va osciller, elle va se détacher, et ça va créer le nuage de cavitation. Il y a encore un coup, la poche se développe, elle se retourne, et on a un phénomène oscillatoire en fait. Donc ça, c'est dû à un phénomène de jet réentrant. Grosso modo, en fait, votre poche se développe, et vous arrivez ici à un point de rebroussement. Et à ce point de rebroussement-là, vous allez avoir un jet d'eau qui va passer sous la poche de cavitation. Elle va passer sous la poche de cavitation, elle va remonter tout le long du bord d'attaque, elle va soulever la poche de cavitation et la détacher. Et du coup, c'est ce que vous voyez, ça va créer ensuite un nuage de cavitation qui tourne un peu sur lui-même. Donc ça, c'était mon cas pratique. C'était assez intéressant à étudier pour tester mon modèle numérique. Donc ça, c'était ce qu'on avait obtenu en essai dans la petite veine du tunnel hydrodynamique. Et maintenant, ce qu'on a en simulation, bah, vous avez à peu près les mêmes choses. Donc vous avez ma poche de cavitation, vous avez le point de rebroussement, vous avez la poche qui se détache, qui crée un nuage de cavitation, qui tourne un peu sur lui-même également. Vous avez des structures type ferrage-val. Donc là, en fait, pour la cavitation, ce que j'ai pris un taux de vapeur. Donc je regarde les contours des taux de vapeur à 50%. C'est un indice pour caractériser un peu ma cavitation. Et vous avez à peu près les mêmes phénomènes. J'ai calculé, vous avez un peu la même fréquence de détachement de la poche. Vous avez également le tourbillon, mais comme je vous ai dit, je m'en fiche un peu. Donc vous avez le détachement de la poche, la création de structures de nuages de cavitation, des structures de type ferrage-val. Donc pour un premier cas d'étude, c'était assez satisfaisant. Donc ça voulait dire que mon modèle numérique était quand même pas mal. Ensuite, du coup, je suis passé dans mon deuxième cas d'application un peu plus concret. Cette fois, je voulais vraiment étudier la perte de poussée avec le même modèle numérique. C'est avec une hélice. Donc une photo de l'hélice qu'on a testée au GTH avec le modèle 3D. Et ça, j'ai testé ça sous deux configurations, l'hélice en eau libre et l'hélice derrière maquette. Donc l'hélice en eau libre, du coup, c'est plus facile à étudier encore. On passe d'un degré de difficulté de plus en plus. En eau libre, parce que du coup, il n'y a pas de sillage. L'écoulement se fait de manière normale. Donc là, à gauche, vous avez l'hélice qu'on a passée au GTH. L'écoulement se fait de droite à gauche. Donc rien pour perturber l'écoulement. La vue de l'hélice, du coup, en petite veine. Le maillage surfacique. Le maillage volumique.
Donc là, j'ai pris un Y+, un peu plus bas. Toujours le même nombre de cellules, c'était pour un premier cas test. Et, pardon, on voit mal. Le maillage, d'abord, en fait, pour le valider, avant d'activer le modèle de cavitation, il a été testé dans des conditions non cavitantes. Donc j'ai tracé les performances propulsives de l'hélice en conditions non cavitantes pour voir si déjà j'arrivais en conditions non cavitantes à reproduire les coulements. Pour ça, c'était assez satisfaisant, j'avais des marges d'erreur de 1 ou 2%. Donc ensuite, j'ai activé mon modèle de cavitation. Donc déjà, on peut faire, avant de calculer la perte de poussée, voir si la cavitation apparaît à peu près au même endroit, que ce soit en numérique ou en expérimental. Donc d'abord, en essai, on voit apparaître des bulles de cavitation, pas des poches de cavitation, parce que c'est surtout des bulles sur les hélices au GTH, mais des bulles de cavitation, on voit assez mal, mais qui apparaissent au niveau, en fait, surtout quand on monte. Et nous, en fait, c'est peut-être une faiblesse du modèle, c'est que, comme je vous ai dit, on a un taux de vapeur. On ne peut pas voir apparaître les bulles, vu qu'on a un pourcentage de vapeur dans nos cellules. Donc, on ne peut pas voir apparaître de bulles de cavitation. Je peux juste me contenter de tracer les contours de vapeur, on a dit. Et en simulation, globalement, on voit du coup les contours de vapeur évoluer. Et en fait, c'est à peu près au même endroit que les bulles de cavitation apparaissent sur l'hélice. Donc c'est plus difficile à visualiser par rapport au profil portant, mais ça reste quand même satisfaisant. Maintenant, la chose qui m'intéressait le plus, c'était la comparaison expérimentale numérique. Donc pour différents paramètres d'avance J, celui-ci était un peu plus proche du point de fonctionnement, j'ai tracé en fonction du nombre de cavitations en abscisse la perte de poussée, enfin plutôt la perte de couple en fond du couple pendant l'évolution du nombre de cavitations. Donc en fait, plus vous baissez votre nombre de cavitations, au réel, c'est plus la vitesse de votre bateau va augmenter. Donc plus la vitesse de votre bateau va augmenter, plus vous allez avoir de phénomènes cavitants et vous allez avoir apparaître une perte de poussée. Donc en bleu, vous avez les résultats qu'on avait obtenus au GTH, pour différents sigma, et en rouge, les résultats du coup que j'ai obtenus numériquement. Donc vous voyez, pour que ça soit pour les différents J, en fait, la courbe recolle de manière très très proche par rapport au GTH. On est à 1 ou 2, 4% d'erreur de mémoire. Mais vous voyez que de toute façon, ça se joue sur des pourcentages de perte de couple qui sont très similaires. On a l'apparition de la cavitation, l'apparition du phénomène de thrust breakdown qui est très similaire au niveau de la courbe. Donc la comparaison résultat numérique sur la perte de poussée en eau libre est quasiment validée. Enfin, elle est bonne en tout cas. Donc fort de cette expérience, je suis allé dans un truc un peu plus mastoc. L'hélice derrière carène. Donc l'hélice derrière carène, cette fois, l'écoulement se fait toujours de droite à gauche. Vous avez cette fois la carène, donc ça j'ai passé ça au grand tunnel hydrodynamique, à la grande veine du GTH. Donc là cette fois on mesure, on a le sillage dû à la carène du navire. Vous avez le maillage fascique et le maillage volumique. Donc j'ai pris à peu près le même nombre de cellules, le même nombre de Y+ par rapport à l'eau libre. Donc d'abord j'ai étudié l'apparition de cavitation pour comparer avec les cartes de cavitation qu'on obtenait au GTH. Donc là par exemple il n'y a pas vraiment de cavitation, on a 0% de perte de couple, vue de dos et vue de face. La cavitation se développe, on n'a toujours pas de perte de couple, et j'ai toujours pris des taux de contour à 50%. Là on a une perte de couple qui commence à être assez importante de 76%, on voit que les poches et bulles de cavitation se développent au niveau du dos de l'hélice. Et vous voyez qu'elle se développe de plus en plus. Et si on compare par rapport aux poches de cavitation ou aux images qu'on avait à notre disposition, le développement de la cavitation se faisait exactement de la même manière. On avait plutôt en pied de pale, on avait des poches de cavitation et beaucoup de bulles de cavitation dans cet endroit-là. Ensuite, du coup, j'ai fait pour différents nombres de cavitations, j'ai étudié la perte de couple. Là, par contre, du coup, vous avez toujours pour des paramètres d'avance, pour deux paramètres d'avance différents en fonction du nombre de cavitations en abscisse, la perte de couple. Vous voyez que par rapport en fait à l'hélice en eau libre, vous avez un peu plus de différence. C'est-à-dire que bon, on reste toujours à des écarts de 1 ou 2% de perte de couple, mais on arrive toujours, la perte de poussée apparaît beaucoup plus tôt numériquement par rapport à l'expérimental. Ça reste quand même, on est en train d'étudier pourquoi est-ce qu'on a plus de différence par rapport à l'eau libre. Est-ce que c'est parce qu'on a mal reproduit le sillage numériquement? Est-ce qu'on a mal rebouclé avec les essais? C'est quelque chose qu'on est en train d'étudier. Mais bon, ça reste quand même dans une marge d'erreur assez acceptable. Du coup, en conclusion, donc, comme je vous l'ai dit, la mise en place de la méthode numérique
adaptée au propulseur, elle a été mise en place. Elle permet le calcul du développement de la cavitation, donc l'étude de la cavitation sur les propulseurs et son impact sur les performances propulsives. Donc vous avez vu que ce n'est pas encore tout à fait satisfaisant pour les listes derrière la maquette, mais en eau libre, c'est assez satisfaisant. Donc on peut dire, comme la chaîne de conception des propulseurs se fait en eau libre, on peut dire qu'elle peut être intégrée à la chaîne de conception et on peut l'utiliser en fin de phase de conception du propulseur. Ce qu'on va s'intéresser par la suite, c'est de continuer la validation, du coup, parce que comme on a le GTH à côté, ça serait bête de ne pas en profiter, on a beaucoup de données d'essai. Donc il faudrait continuer la validation en testant la méthode numérique sur d'autres cas tests, sur d'autres hélices par exemple, et continuer un peu derrière des sillages et toujours en eau libre. Et si possible, explorer l'utilisation numérique pour des conditions qui sont non accessibles au GTH. Donc, par exemple, à des faibles vitesses, par exemple, le GTH peut reproduire assez difficilement, on pourrait y avoir accès en numérique. Et c'est la fin de ma présentation. Merci Benoît. Est-ce que vous avez des questions? Enfin. Je vais en poser une s'il n'y en a pas d'autres. Il y a deux paramètres qui jouent sur la cavitation. Il y a les germes, vous l'avez dit, sur la cavitation par bulle, et puis il y a le nombre de Reynolds sur les cavitations par poche ou par lame. Vous en avez beaucoup moins parlé. Est-ce que les écarts que vous avez montrés à la fin ne sont pas liés à des problèmes de sillage, vous l'avez dit, c'est-à-dire de Reynolds finalement? Alors le nombre de Reynolds, en fait, ça c'est une hypothèse qu'on aimerait bien tester du coup sur des cas d'hélices réels. C'est au GTH, vous avez une transition laminaire turbulent à cause du nombre de Reynolds justement, au niveau des hélices de propulseur. Et donc ce qu'on peut penser, c'est que sur le propulseur, vous allez avoir des bulles de cavitation dues à cette transition laminaire turbulent. Mais au réel, vous allez peut-être avoir des poches de cavitation, vu que la surface des pales, là, ça sera complètement turbulent. Et du coup, je me dis peut-être qu'au réel, ça pourra recoller plus avec le numérique à ce niveau-là. Mais oui, c'est une hypothèse du phénomène du nombre de Reynolds. Les calculs, ils sont faits au Reynolds de maquette. Oui. Au Reynolds de maquette, oui, c'est ça. Oui, si je veux juste compléter, c'est que effectivement la comparaison calcul-essai, les calculs sont faits exactement dans les mêmes conditions que celles de l'essai. L'écart peut certainement peut-être aussi venir de ce que disait Benoît, c'est-à-dire que le fait que la modélisation elle est en tout turbulent, par exemple, sur les pales, on n'a pas utilisé pour le moment ou activé de modèle de transition, par exemple. Et du coup, peut-être, effectivement, il faudra qu'on regarde la sensibilité du résultat à ce type de comportement. Moi, j'avais une deuxième question. En termes de temps de calcul, est-ce que la prise en compte de ces termes sources dans l'équation de transport de alpha, c'est très consommateur en temps de calcul? Non, pas vraiment. Et donc, sinon, du coup, est-ce que ça veut dire que la prise en compte de la cavitation peut être intégrée automatiquement dans la boucle de conception d'optimisation au même titre que les autres critères? C'est le but en fait, oui, c'est d'avoir accès à un petit bouton qu'on appuie pour activer le modèle de cavitation et lancer les calculs pour calculer la perte de poussée. Donc ça viendrait le standard en fait dans les calculs CFD pour les hélices? Le standard. Ouais, je vais modérer un tout petit peu, c'est-à-dire que dans la phase de conception telle d'un propulseur actuel, il y a vraiment des boucles très très courtes pour faire des estimations de modifications géométriques sur des performances propulsives monophasiques, je dirais. Ce qu'avait présenté Benoît, c'est-à-dire on estime que le modèle est suffisamment robuste pour être utilisé, mais en fin de phase de conception, pas encore dans la boucle. C'est-à-dire qu'en fin de phase de conception, on a, mettons, un projet, deux projets qui sont en lice, qui ont été déjà testés sur d'autres types de performances. Et du coup, est-ce que sur ces deux projets, on peut aller un peu plus loin? Parce que c'est quand même encore un peu lourd. Donc pour avoir une courbe comme ça m'a pris une semaine de temps de calcul pour 512 proc à peu près. Ouais, c'est pas tant le temps de calcul que le nombre de points à calculer
Oui, oui, parce qu'on a besoin de toute la courbe pour avoir une certaine... Mais l'accord, enfin, on est à quelques pourcents, c'est quand même au stade de conception, c'est plus qu'intéressant. Oui. Fluent. C'est Fluent qu'on utilise généralement pour les calculs ADG ATH. 14 millions de miles. Oui. On a la chance d'avoir des moyens de calcul assez conséquents ADG ATH maintenant, donc j'en profite. Une semaine pour 512 processeurs à peu près. Oui, encore une question, puis après. Oui, en matière de cavitation en fait sur les navires au réel, après on se rend compte qu'il y a des choses qui arrivent en amont que vous n'avez pas en tunnel de cavitation. Est-ce que vous sauriez les modéliser et justement la CFD pourrait être un outil qui permettrait de faire des simulations plus réalistes? Parce qu'on sait très bien qu'il y a des turbulences d'écoulement qui sont produites par la carène, par ces appendices, etc. Et quand ça arrive dans l'hélice, ça peut générer des phénomènes qu'on ne voit pas effectivement en tunnel de cavitation. Si je prends la main. Mais, tout à fait. Mais comme vous l'avez dit, ces structures sont des structures tourbillonnaires et souvent, enfin, ça dû aux interactions sortir de lignes d'arbres, au stable ou autres. Et donc ça, ce sont des structures qui sont encore difficiles, je trouve, à capter correctement numériquement, même en monophasique, ce qui fait que l'intérêt qu'on peut avoir et sur lequel on souhaite pouvoir travailler pour des raisons aussi de discrétion acoustique, hein, c'est-à-dire que tout ce qui est capté devant dans ces structures tourbillonnaires en diphasique génère du bruit, même sans impacter l'hélice et encore plus en impactant le propulseur derrière. Mais donc ces structures sont encore, de mon point de vue, pas tout à fait bien appréhendées, même dans le cadre monophasique. Alors remettre du diphasique, on y viendra, mais la première étape, ça va être quand même d'être sûr qu'on a des structures correctes en monophasique. Mais ça, c'est une étape, c'est l'étape d'après. Ouais.